Et salut tout le monde, la Maison du Grenat vous accueille pour parler aujourd'hui de cette défaite, défaite assez triste, 3-0 du FC Metz contre la Gantoise lors de ce troisième match de préparation pour la saison 2020-2021. Bon, c'est une première défaite dans cette préparation, beaucoup de choses à voir au niveau du débrief de cette rencontre. On va en parler en détail, alors on va essayer d'être court mais aussi complet, ce qui est effectivement pas très évident. En tout cas on va essayer de faire cela le mieux possible. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous remercier. Nous venons de dépasser les 500 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors c'est assez extraordinaire, je ne sais pas quoi dire de plus. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés. Ceux qui ne se sont pas abonnés encore, vous pouvez toujours le faire, c'est gratuit, alors surtout n'hésitez pas. L'objectif est bien sûr d'atteindre maintenant les 600 abonnés. Donc si vous voulez un peu nous aider dans cette aventure en nous soutenant, tout simplement vous pouvez vous abonner, le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo, le petit like aussi, ça fait toujours plaisir, et vous pouvez nous dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, parce que un peu compliqué, le match n'était pas retransmis en direct par une quelconque chaîne, il a fallu attendre quelques heures pour voir le replay du match, et c'est un peu ce que j'ai fait notamment. J'ai attendu le replay du match et je me suis pas seulement fié au live tweet ou alors au brin de vidéo fourni notamment par le club de la Gantoise. J'ai vraiment attendu d'avoir le match en replay, de pouvoir un peu l'analyser pour voir les éléments importants de cette rencontre. Première chose à dire, vous savez que donc on va faire plusieurs étapes dans cette analyse, mais j'ai envie de commencer par tout d'abord le contexte de ce match, en vous rappelant une chose importante, parce que j'ai vu certains réagir au niveau de ce match. Les matchs de préparation, on s'en moque des résultats en soi, c'est-à-dire enfin du score, je veux dire. Le score, c'est évidemment, ça a une influence dans un match, donc je dirais que le score est important pour un match, mais il n'est pas essentiel. On peut surtout se focaliser sur la manière dont le score a abouti à ce qu'il est, et c'est là où c'est plus intéressant de voir ce qui a été testé, là où on peut s'améliorer, les choses qu'on ne devrait pas refaire à l'avenir, et je pense que c'est surtout cet aspect-là qu'il faut prendre en considération, en sachant que les deux équipes, c'est-à-dire Metz et la Gantoise, ne sont pas dans la même situation au niveau de leur préparation. Pour information, le FC Metz c'est son troisième match de préparation et la reprise du FC Metz va intervenir vers le 23 août, et c'est-à-dire qu'on est dans un peu moins de 4 semaines environ. L'adversaire du jour, pour rappel, c'est le vice-champion de Belgique, donc c'est pas non plus une petite équipe sortie du chapeau. 16e de finaliste de la Ligue Europa la saison dernière, éliminée par la Roma, d'accord ? Et c'est une équipe donc, qui a l'objectif d'être champion à nouveau de Belgique, qui essaie d'être champion de Belgique la saison prochaine, et c'est une équipe surtout qui reprend le championnat dans 12 jours environ, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre le championnat vers le 9 août contre Antwerp, si je me trompe pas, en Jupiler Pro League, donc on n'est pas du tout au même niveau de préparation, et la Gantoise est bien évidemment mieux préparée pour la reprise du championnat que n'est le FC Metz. Donc voir des différences notamment dans l'intensité au niveau des deux équipes, c'est tout à fait normal d'avoir une équipe de la Gantoise qui est beaucoup plus préparée physiquement et même tactiquement, je dirais, que son adversaire du jour, à savoir le SNS. Tout d'abord, avant de commencer à parler du match en lui-même, petit rappel sur le groupe qui a été mobilisé pour cette rencontre. Alors un groupe beaucoup plus restreint que ce qu'on a vu pour notamment le match de Charleroi. Je rappelle que le match de Charleroi, c'était 2 mi-temps de 45 minutes, plus une prolongation de 30 minutes. Là, on est vraiment dans un match 90 minutes. Le groupe est beaucoup plus restreint, avec certains joueurs qui vont sortir de ce groupe par choix. On peut penser par exemple à Delcroix. J'évoque pas évidemment les jeunes joueurs de la réserve qui n'ont pas été repris pour ce match-là. Il y a eu aussi un autre choix, c'est le choix de Diallo, puisqu'on sait que Diallo est sur une instance de départ, donc on veut pas trop le pousser à la blessure, je dirais. Vincent Thiel aussi n'est pas dans ce groupe, donc là aussi peut-être avoir un départ prochain, on ne sait jamais pour Vincent Thiel. Il y a eu aussi des blessés, notamment Yadé qui a été blessé contre Charleroi, Wagner qui est en phase de reprise de sa blessure contractée quand il était joueur du côté de nos amis de la banlieue sud, c'est-à-dire à Nancy,
Et bien sûr, et j'ai évoqué également Udel, qui, comme vous le savez, est tout simplement une petite blessure, paraît-il, avant la convocation du groupe, ce qui fait qu'il n'est pas tout simplement sur la feuille de match pour cette rencontre. Au niveau du score, alors on va pas s'éterniser sur les buts, quoique les buts ont quand même quelques enseignements qui peuvent paraître anecdotiques, mais dont on va quand même mentionner la présence. Donc l'adversaire, la Gantoise, nous a mis une petite 3-0 dans la tronche pour ce match-là. Alors pour résumer les 3 buts, très rapidement, le premier but encaissé en première mi-temps, c'est assez intéressant parce que le deuxième but qu'on va évoquer après ressemble un peu dans le même esprit. On réussit à récupérer le ballon au niveau du point de corner de notre camp, côté droit, et on tente de dégager la balle. La balle est déviée de la poitrine par Boubacar Traoré, et puis on a tout simplement la balle récupérée par la Gantoise qui fait un jeu court, qui réussit à rentrer dans la surface. Un tir est réalisé par un joueur de la Gantoise qui part en chandelle, et là 2 joueurs de Metz peuvent tenter de jouer le ballon avec les joueurs de la Gantoise, à savoir Pajot et 111. Malheureusement, la balle n'est pas jouée par aucun des deux, si ça n'est le joueur de la Gantoise qui dévie légèrement le ballon du pied pour son compère qui est un peu plus proche de lui à ce moment-là, qui la remet dans l'axe, et à bout portant, le joueur de la Gantoise qui frappe et qui met le but. Donc 1-0 pour la Gantoise. On se retrouve aussi en première mi-temps avec un deuxième but, qui là pareil est une récupération faite par Maïga dans le camp messin, très 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 bas, qui est quasiment point de corner, mais cette fois-ci côté gauche, qui tente de dégager mais qui rate son dégagement, qui revient dans les pieds d'un joueur de la Gantoise. Le joueur de la Gantoise qui réussit à lancer une petite accélération pour entrer dans la surface, il remet la balle à son compère juste à côté de lui dans une situation de 2v1, 2 joueurs de la Gantoise face à Thomas Delaine. Et Thomas Delaine, qui malheureusement ne peut rien faire, tire du joueur de la Gantoise, premier poteau, qui trompe Oukidja. Là où c'est intéressant quand même sur ces 2 buts là, c'est qu'on est sur 2 situations de relance que l'on tente en étant pressé énormément par l'adversaire, et je pense que c'est la donnée importante à retenir. L'adversaire, la Gantoise, nous a énormément pressé sur cette relance, sur ces 2 relances qui ont mené aux 2 buts, et on a essayé de dégager comme on pouvait. Malheureusement, on dégage pas de manière sûre, parce qu'on dégage en fait dans le tas des joueurs présents sur le terrain, et pas soit en touche ou alors pas très 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 loin, et l'adversaire dans les 2 fois récupère la balle, réussit à rentrer dans la surface et met des buts à l'intérieur de la surface. Donc c'est 2 buts qui sont un peu malheureux et qui sont dus plus, je dirais, à du manque d'agressivité, et aussi un peu manque d'assurance, je dirais, dans la relance, et surtout essayer de prendre le moins de risques possible. Voilà, il y a des risques qui ont été pris malheureusement. La Gantoise a saisi ces opportunités-là. À noter que sur le deuxième but, on est à 10 contre 11 puisque Fofana se faisait soigner. Donc là aussi à relativiser le deuxième but, pas en faire non plus tout un plat, mais c'était comme à noter. Et le troisième but, ça va rappeler quelques souvenirs à ceux qui avaient assisté à la préparation la saison dernière. But marqué sur corner de la part de la Gantoise, un corner qui est tiré depuis le côté gauche du FC Metz, donc le côté droit de la Gantoise. Un joueur dans la surface qui est absolument pas marqué par aucun messin. 3 joueurs de Metz carrément qui sont autour de lui, mais qui ne marquent pas vraiment le joueur, qui marque de la tête. Petite note importante, c'est que 2 joueurs du FC Metz se trouvaient, donc un de chaque côté des poteaux du but, et en fait la balle est rentrée entre Thomas Delaine, donc on est au deuxième poteau, entre Thomas Delaine et le poteau. La balle est rentrée entre les deux, donc c'est assez marrant de voir que la stratégie de mettre des joueurs au niveau des poteaux sur ce cas de figure là ne marche absolument pas, puisque même en mettant des joueurs sur les poteaux du but, les 2 poteaux du but, ça n'empêche pas la balle de rentrer. Donc encore une fois une mauvaise stratégie sur les coups de pied arrêtés. On n'espère pas quand même que ça soit le retour, vous savez, de cette période de préparation et surtout de début de saison assez compliquée sur tout ce qui est centre coup de pied arrêté, où Metz avait encaissé beaucoup de buts et avait mis du temps à régler la mire sur ces actions-là. Donc on espère que ça n'est pas le présage d'un mauvais, d'une mauvaise série, je dirais, de buts encaissés pour le FC Metz. Donc là, je vous ai fait un peu le résumé un peu factuel de ce qui s'est passé.
au niveau des buts. Maintenant, passons quand même à ce qui est, je pense, le plus intéressant et l'objectif prioritaire de ce match. Parce que, comme je vous l'ai dit, on s'en fout royalement du score de ce match. Clairement, on n'en a rien à faire. L'adversaire était largement supérieur à nous sur le papier, sur le terrain aussi. Le but, c'était un peu de tester certaines choses. Et pour rappel, le match contre Serein fait que voilà, Vincent Lyon se dit je vais tenter le système à 2 milieux de terrain. Donc on a eu 2 milieux de terrain avec Pajot, Maïga, un numéro 10 et 3 joueurs, 2 joueurs sur les ailes et un avant-centre. Le match contre Charleroi a été plutôt un système de 4-3-3 traditionnel avec notamment un milieu de terrain parmi les 3 qui va être beaucoup plus offensif que les autres et qui va essayer de diriger le jeu, voire des fois 2 milieux très joueurs et donc le retour en fait de la sentinelle du numéro 6 qui a été très 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 souvent utilisé la saison dernière. Ce match-là a été le théâtre, le retour du 4-3-3 hybride. Alors je sais que certains ont remarqué que le 4-3-3 hybride a eu 2 périodes en fait dans la saison du FC Metz pour la saison 2019-2020. Souvenez-vous, le 4-3-3 qui a été mis en place par Vincent Ognon lors de la première partie de saison, avec comme maître à jouer pour essayer d'aider les attaquants un certain Adama Traoré. Ensuite, la deuxième partie de saison, et notamment le début de la deuxième partie de saison, a fait que Vincent Ognon a décidé de remettre un peu en avant Ibrahima Niane. Et pour le remettre en avant, il a abandonné ce système hybride qu'il avait mis en place en première partie de saison et il est repassé à un système plus traditionnel en 4-3-3, couplé notamment avec l'arrivée de Vincent Pajot. Et donc Niane et Opengate étaient tous les deux sur des côtés, sur les ailes, et on avait Habib Diallo qui était, comme vous le savez, notre buteur à la pointe de l'attaque. Et si vous vous souvenez bien, il va falloir un peu remonter à peu près il y a 4 mois, dernier match du FC Metz à domicile, donc dernier match de la saison 2019-2020 contre Nîmes. Et si vous regardez comment les joueurs de Metz se placent sur cette rencontre-là, vous vous rendez compte que mettre Boulaya sur le 11 a permis le retour de ce 4-3-3 hybride avec un Farid Boulaya et Habib Maïga, de retour vraiment en tant que milieu central droit avec un énorme espace à couvrir sur le plan offensif mais surtout sur le plan défensif, et cela permettait notamment à Fabien Santonze d'avoir un couloir, d'avoir un boulevard, de prendre ce boulevard et de pouvoir notamment utiliser ses centres, puisqu'il a vraiment été un vrai artisan des centres, notamment pour soit Habib Diallo, soit certains joueurs présents notamment au deuxième poteau, parce que tous ces centres viennent du côté droit, du côté où est Fabien Santonze. Et ce match a été quand même plutôt une réussite pour le FC Metz, et de ce que je vois sur cette rencontre contre la Gantoise, Vincent Ognon a tenté de revenir à ce système-là. Et donc, il faut effectivement analyser le 4-3 hybride de cette rencontre sous l'optique de se dire, ok, revenons à ce qui s'est passé par rapport à Nîmes, essayons de l'appliquer de la meilleure des manières contre la Gantoise, offensivement parlant et défensivement parlant. Et donc on va faire l'analyse du 4-3 hybride sur cette rencontre, de l'aspect offensif et l'aspect défensif. Mais avant de commencer sur ça, je rappelle une petite chose. Si vous vous souvenez bien, ce 4-3-3 hybride contre Nîmes, on avait effectivement Boulaya qui était présent dans ce positionnement de numéro 10, en fait juste derrière l'attaquant. Mais il y a un petit souci, c'est qu'à l'époque, il y avait un certain Endoram qui était en 6, qui, je dirais, a un peu décoincé son jeu en deuxième partie de saison, en contribuant beaucoup plus, je dirais, à l'organisation et même au jeu de transmission du FC Metz, qui est, comme vous savez, blessé pour une longue période, plus de 6 mois, et donc on se retrouve sans le 6 qui avait permis en fait au FC Metz de vraiment renaître en deuxième partie de saison 2019-2020. Et donc, c'est posé la question, qui c'est qu'on va mettre en 6 pour refaire vivre à nouveau ce 4-3-3 hybride? Et donc vous allez avoir les compositions qui vont apparaître bien sûr, avec notamment la composition de la première mi-temps, la composition de la deuxième mi-temps. Sur le poste de numéro 6, vous voyez bien que première mi-temps, on part plutôt sur un Habib Maïga.
Deuxième mi-temps, on donne la priorité sur ce poste de sentinelle à Monsieur Victorien Angban. Tiens, c'est curieux, Angban qu'on a déjà vu en poste de numéro 6 lors du match contre Charleroi, et qui n'a pas été une très très grande réussite. Mais bon, Vincent Ognon pouvait se dire, on peut à nouveau retenter le coup, ça peut être intéressant de le faire. Ok. Sauf que si vous mettez Habib Maïga en 6, il faut donc mettre quelqu'un en 8. Et là, dans les rotations, il n'y a pas 36 000 personnes qui auraient pu remplir ce rôle-là. Parce que, si vous vous souvenez bien, dans le 4-3 hybride avec Maïga qui était dans ce fameux milieu central droit, il y a beaucoup de surface de terrain à couvrir, il faut donc un joueur qui ait une bonne caisse physique pour le faire. Et on s'est dit, du côté de Metz, on a un joueur très très jeune qui... On pense à cette capacité-là, c'est monsieur Boubacar Traoré. Et c'est là où on se dit que oui, Boubacar Traoré a quand même peut-être une chance à saisir, notamment dans la rotation vis-à-vis d'une rotation par rapport à Habib Maïga. Déjà dans un 4-3-3 normal, ça aurait été normal d'y penser, mais là, je veux dire, dans un 4-3 hybride, pourquoi pas? Sauf que évidemment, c'est la première fois que Boubacar Traoré teste le système dans l'équipe première. Et donc c'est intéressant de voir ce que ça allait donner à ce niveau-là. Pour le reste de l'équipe, il y a des changements poste pour poste. À noter évidemment que comme Udol n'est pas là, c'est donc Thomas Delaine qui est latéral gauche, et on va en parler dans l'analyse tactique. Son rôle a été assez important, notamment en première mi-temps. Bon. Donc là, je vous ai un peu parlé des postes clés qui ont en fait changé par rapport au 4-3-3 hybride de la saison dernière. Partons tout d'abord sur l'analyse offensive. Alors je sais très bien, ça va être très compliqué ce que je vais dire, mais faites une pause si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même pas mal d'éléments à relever. Tout d'abord, relevons l'élément concernant, je dirais, l'aspect offensif. Alors, si vous vous souvenez bien, le 4-3-3 hybride contre Nîmes avait un but assez simple, c'est en gros, on essaye de ramener le jeu côté gauche, d'accord ? Et puis, on va essayer, à partir du jeu côté gauche, de temporiser un peu pour que l'adversaire puisse venir sur notre côté gauche et donc délaisser son côté, délaisser notre côté droit, donc venir sur notre côté gauche et délaisser notre côté droit pour pouvoir laisser un boulevard à Habib Maïga, mais surtout à Fabien Santonce. Et c'est ça qui est important. Et il se trouve que, petit souci sur cette première mi-temps, le jeu est effectivement comme prévu cantonné côté gauche, c'est-à-dire que Pajot va jouer autour de Opengate, Thomas Delaine qui est très offensif va venir aider les attaquants à essayer de créer le danger, sauf qu'en fait on n'arrive pas à faire ce changement de côté entre le côté gauche et le côté droit. Mais il y a plusieurs raisons qui poussent à cela. Première raison, c'est tout d'abord que nous avons notamment un défenseur central, Mamadou Fofana, qui jouait défenseur central gauche en première mi-temps, qui a décidé de pas vraiment contribuer à ce changement d'aile, et des fois au lieu de passer côté droit, il décide de revenir sur le côté gauche, et donc le jeu était toujours cantonné côté gauche, il n'arrivait pas à sortir côté droit, donc c'est déjà un premier problème. Le souci le plus important, il faut le noter, c'est que l'équipe de la Gantoise a quand même très très bien joué durant cette rencontre, puisque après tout c'est une équipe, on va dire, de plus haut standing que nous sur le papier, a fait un très très bon repli défensif, ce qui fait que automatiquement, pour essayer de changer les ailes entre l'aile gauche et l'aile droite, il faut quand même avoir la place de le faire. Et il se trouve qu'on n'a pas eu la place de le faire, parce que la Gantoise a très très bien joué le coup tactiquement, en faisant de très très bons replis défensifs, ce qui nous a énormément gêné pour appliquer ce fameux changement d'aile, pour permettre justement d'exploiter le côté droit avec, à ce moment-là, Boubacar Traoré, en première mi-temps, et non pas Habib Maïga, puisque Habib Maïga était numéro 6, et surtout utiliser Fabien Santonce pour pouvoir notamment jouer sur le centre, et sur le bon pied de Fabien Santonce. Donc, premier problème, on ne nous a pas trop laissé l'opportunité de faire ce changement d'aile pour pouvoir exploiter le côté droit offensivement parlant. Deuxième problème, et alors là par contre c'est un problème de circonstance, je dirais, c'est que Fabien Santonce, comme vous le savez, s'est blessé aux ischio-jambiers. Et donc, il était en phase de reprise, et cette rencontre, on a pu le voir, c'était un Fabien Santonce qui jouait un peu avec le frein,
Et c'est normal, quand vous vous blessez, surtout aux ischio-jambés, et surtout quand vous n'êtes que très rarement blessé, puisque je vous rappelle que Fabien Santonze a fait tout simplement tous les matchs de la saison de Ligue 1 avec le FC Metz pour la saison 2019-2020. Une blessure arrive en préparation, automatiquement, il y a quand même un peu une méfiance vis-à-vis de son corps, et donc Fabien Santonze a été tranquillement sur cette rencontre, et il n'a pas pu notamment faire beaucoup d'accélération côté droit, pour justement un peu soutenir offensivement parlant un Boubacar Traoré qui était très isolé sur le côté droit. Et il a peut-être fait, je crois, 2 accélérations, si je me souviens bien, en première mi-temps qui ont été assez intéressantes, mais très très peu d'impact dans le jeu offensif du FC Metz. Malheureusement, le 4-3 hybride du match contre Nîmes est parfait pour lui en fait. Sauf que Fabien Santonze, malheureusement, étant en phase de reprise, a été très très prudent. Et encore une fois, je pense que c'est normal. Et donc, offensivement parlant, on n'a pas pu exploiter l'avantage qu'aurait dû nous fournir le 4-3-3 hybride version Metz-Nîmes. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect offensif. Ce qui fait que, pour information, toute cette rencontre, si vous regardez bien, notamment la première mi-temps, surtout, comme on n'a pas pu faire ces changements d'aile côté droit, pour un Boubacar Traoré, mais surtout pour Fabien Santonze, on s'est retrouvé avec un joueur qui a été celui qui a apporté le plus de danger, notamment avec un jeu de centre important, ça a été Thomas Delaine. Thomas Delaine a fait énormément de centres en première mi-temps, côté gauche. Malheureusement, comme l'équipe de Metz, à cause de ce système, est cantonnée sur la partie gauche du terrain, quand Fabien Santonze tente de centrer, il tente de centrer pour qui ? Pour Ibrahima Niane. Sauf que Ibrahima Niane, il est entre deux défenseurs de la Gantoise. La Gantoise est quand même très très en place. Et donc très souvent, ces centres pour Ibrahima Niane ne sont tout simplement pas, exploités de manière efficace. Et surtout ne sont pas trop exploitables. C'est ce qui pose un gros problème, ce qui fait que Metz est très 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 faiblard offensivement parlant. En première mi-temps, très très peu d'occasions réalisées pour le FC Metz. Il y a des frappes de loin, notamment une frappe si je me trompe pas, de Boulaya qui en tout début de match aurait pu être assez dangereuse, notamment par une accélération de Thomas Delaine. Sinon, très 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 peu d'occasions sur la première mi-temps. Et ça a été donc une assez grosse déception sur la première mi-temps de voir en fait le jeu exclusivement côté gauche et ne pas pouvoir exploiter l'avantage offensif que nous permet ce 4-3-3 hybride version Metz-Nîmes. D'ailleurs sur la deuxième mi-temps, si vous pouvez voir, comme ça on va parler aussi de la deuxième mi-temps, Boubacar Traoré est sorti pour le début de la deuxième mi-temps jusqu'à une bonne partie de la deuxième mi-temps. On remet Habib Maïga. Le jeu semble être un peu mieux dans l'exploitation, sauf que on en revient au problème que je vous ai dit, c'est que la Gantoise étant en place, même avec le retour d'Habib Maïga, les changements d'aile sont très compliqués, d'autant que deuxième mi-temps, c'est Sabali qui est ailier gauche, Sabali qui n'a pas non plus un pied extraordinaire pour faire le changement d'aile, et surtout que là, vous avez aussi la rentrée notamment d'Achibembe qui a beaucoup eu du mal à avoir des ballons, et donc pareil contribuer à ce changement pour exploiter l'avantage du 4-3-3 hybride. Angban c'est pareil, il a eu que très très peu d'opportunités de faire des changements d'aile notamment. Il a peut-être fait je crois une fois si je me trompe pas, ou peut-être 2. Et donc forcément le principal problème étant aussi Santonze, qui comme je vous l'ai dit étant en phase de reprise, n'a pas voulu trop forcer sur la machine, et donc on n'a pas pu forcément exploiter pleinement ce côté droit. Je passe évidemment de côté le fait que l'arrivée de Thierry Ambrose est un problème dans ce système, parce que comme je vous l'ai dit, ce système a tendance à beaucoup donner d'importance, je dirais, au jeu de centre. Et malheureusement, quand vous avez les gaillards de la défense de la Gantoise qui entourent Ambrose comme ça l'a été le cas, vous avez des situations où Ambrose très souvent est en situation de 1v2 et a du mal à faire la différence. Déjà qu'il a malheureusement pas une présence physique assez forte dans la surface pour pouvoir notamment résister aux impacts physiques comme pourrait le faire un Habib Diallo. Automatiquement c'était très compliqué même pour Ambrose d'avoir des actions. Il y a notamment une action je crois qu'il utilise où c'est un tir en 2 temps où il pourrait la mettre et elle est sortie en corner. Très très peu d'actions sinon pour Thierry Ambrose sur la deuxième mi-temps. Donc ça c'est un peu je dirais
la partie offensive. On parlera bien sûr plus tard des performances individuelles pour que je mette en avant certaines individualités sur ce match. Défensivement, ce 4-3-3 là aussi a montré quand même des faiblesses, même si encore une fois je répète, c'est la première utilisation du 4-3-3 hybride en préparation. Donc il faut toujours être très très prudent, être très très mesuré, on en parlera notamment dans le bilan. Donc comme je l'ai dit, la sentinelle en phase défensive, première mi-temps c'est Maïga, deuxième mi-temps c'est Angban. Mais il y a donc ce souci, c'est que le 4-3-3 hybride en version défense fait que comme Boulaya reste au milieu de terrain, derrière l'attaquant, le côté droit est exposé et donc il faut un joueur avec un gros volume de jeu pour pouvoir couvrir beaucoup de surface. Maïga, on sait qu'il peut le faire, puisqu'il l'a fait quand il était à ce rôle-là. La question c'était est-ce que Boubacar Traoré en première mi-temps pouvait le faire. On va dire que Boubacar Traoré a essayé de le faire et on peut pas lui en vouloir, et ça je pense qu'il faut insister là-dessus. Première fois que Boubacar Traoré, défensivement parlant, doit faire une telle chose, c'est-à-dire couvrir autant de terrain et doit être à la fois bon dans la récupération et bon dans la relance derrière. C'est clairement pas évident, surtout pour un joueur qui n'a pas eu sa chance en professionnel, je dirais, de manière tout simplement soutenue et surtout dans ce schéma-là. Le plus important, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que Boubacar Traoré, qu'est-ce qu'il va faire ? Dès qu'il voit que l'adversaire, la Gantoise, le joueur de la Gantoise a la balle côté gauche, donc sur son côté droit, il va vouloir le presser. Normal. Il va vers lui. Ça libère un trou assez important quand même derrière lui, faut le noter. Et là, vous avez deux façons de voir les choses. Qui c'est qui va venir compenser ce trou-là laissé par Boubacar Traoré ? Ça peut être Maïga, qui dans ce cas-là va quitter sa position de numéro 6 pour boucher le trou. Des fois, c'est Pajot qui vient, mais alors dans ce cas-là, vous affaiblissez le côté gauche de l'équipe. Autre possibilité, il arrive que des fois ce soit Dylan Brown, qui étant défenseur central droit, il arrive qu'il sort pour essayer d'intercepter des ballons. Dernière possibilité, Fabien Santonze. Fabien Santonze sort de vraiment du fond de la défense et tente de venir, entre guillemets, exercer une pression supplémentaire pour que l'adversaire balance la balle et qu'on récupère la balle facilement. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est que la Gantoise, qui est une équipe plutôt forte par rapport au FC Metz, voyant cela en première mi-temps, voyant cela aussi en deuxième mi-temps, surtout, constate que avec un latéral droit qui vient des fois compenser ce fameux milieu central droit. Ça a été Boubacar Traoré en première mi-temps, ça a été Habib Maïga en deuxième mi-temps. Automatiquement, ils se sont dit, en fait, on va jouer en profondeur le long de la ligne de touche pour pouvoir viser notre attaquant qui, lui, est devant. Et qui c'est qui est au marquage de cet attaquant-là ? C'est le défenseur central droit. Ça a été Braun en première mi-temps. Ça a été... d'ailleurs, Braun la plupart du temps en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été Fofana. En fin de deuxième mi-temps, notamment. Et donc, on s'est retrouvé, notamment en deuxième mi-temps, et c'est là où c'était le plus criant, à de nombreuses reprises dans des situations où on a une situation de 1v1 quasiment à l'entrée de la surface côté droit du FC Metz, et ça aboutissait soit à un dribble sur le défenseur en question, ça pouvait être, et donc c'était notamment Dylan Brown. En première mi-temps, on l'a vu à nombreuses reprises, notamment, je dirais, dans les premières minutes du match. En deuxième mi-temps, c'était vu énormément, et là, ça aboutit à des centres, notamment dans la surface, qui a amené beaucoup d'actions de la part de la Gantoise, notamment au niveau aérien. Vous avez, je crois, deux centres qui viennent du côté droit du FC Metz, donc du côté où il y a Dylan Brown et Fabien Santonze, qui arrivent sur la tête de joueurs de la Gantoise, les têtes passent au-dessus. Et donc ça a un peu, je dirais, refait sortir les cauchemars des fameux centres aériens, des duels aériens, perdus par le FC Metz. Mais donc le FC Metz a été mis à mal énormément sur ce côté droit de la défense. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que
on n'a pas réussi en fait à faire cette compensation efficace avec un Boubacar Traoré. On a contenu, on va dire, relativement avec Maïga quand il a remplacé Boubacar Traoré. Sauf qu'on a fait un autre truc entre temps, c'est qu'on a quand même affaibli, au niveau physique et au niveau récupération de notre milieu de terrain, parce qu'en ayant mis Maïga milieu central droit, on a donc dû mettre quelqu'un d'autre en milieu défensif, donc ce poste de 2-6, et c'était Victorien Angban. Et Victorien Angban, comme vous le savez, a beaucoup plus de mal dans la récupération de balles que Maïga. Donc, vous voyez qu'on revient dans le problème que je vous ai dit au début de cette vidéo-là, c'est que on a voulu recréer le système, mais on n'a pas forcément les hommes pour le faire. Et donc, défensivement parlant, on a un peu pris l'eau dans des actions, mais encore une fois, des actions qui n'ont pas forcément contribué directement au but de l'adversaire, puisque comme je vous l'ai dit au début, les deux premiers buts sont des erreurs de relance sous pressing de l'adversaire, et non pas sous organisation, sur attaque placée, ça veut dire. Alors que voilà, Metz a quand même subi, je dirais, les actions défensives. La plupart des actions défensives qui sont subies sont en fait dues à des actions de côté, venant en grande majorité du côté droit. Et donc là, ça pose une question parce que le côté droit, c'est le côté qui est le plus vulnérable du côté du FC Metz en phase défensive, du fait de ce 4-3 hybride. Et donc forcément, tout s'accumuler, ça a fait qu'on a eu beaucoup de mal. Donc ça, je vous ai fait un peu j'espère que vous avez un peu suivi, c'est un peu compliqué, je le sais, mais en tout cas, c'est un peu le résumé, je dirais, tactique de l'utilisation du 4-3 hybride version Metz-Nîmes. Bon, performance individuelle, on va faire vite fait des performances individuelles ligne par ligne pour essayer de retenir ce qui a été le plus intéressant. Au niveau des gardiens, chose importante à dire, c'est que les gardiens n'ont pas été les grands coupables entre guillemets de cette défaite. Je veux dire, ils peuvent pas faire grand chose sur les buts, qui sont plus dus à des erreurs venant des défenseurs autour d'eux plutôt que d'eux-mêmes. Même certains parlaient de Caillard. Caillard, il peut rien faire sur le troisième but qui est encaissé. La tête, elle est hyper bien placée de la part du joueur de la Gantoise. C'est plus la faute de Delaine, si on doit trouver une responsabilité, et encore, c'est pas ce que je souhaite absolument, qui est censé marquer le poteau et qui laisse passer la balle entre lui et le poteau. Donc même là, c'est quasiment impossible de dire que c'est la faute de Caillard. Donc les gardiens sont pas en tort en soi sur cette rencontre. Ils ont plutôt fait, quand il fallait, quand on a exigé qu'ils fassent quelque chose, ils ont plutôt rempli leur rôle, en fait, normalement. Autre chose, donc, les défenseurs. Alors les défenseurs, pour Dylan Brown, et même la défense centrale en général, à savoir Brown, Fofana et Boy, qui sont les trois défenseurs qui ont tourné en fait en défense centrale, ont été très sollicités par le problème que je vous ai expliqué. C'est que quand les latéraux avaient beaucoup tendance à monter, les latéraux défensifs, pour essayer de faire pressing sur le porteur du ballon du côté de la Gantoise, on joue en profondeur du côté de la Gantoise. Ça faisait immédiatement des duels 1v1 avec des défenseurs centraux. Donc c'était très difficile pour les centraux sur ce match-là. Au niveau des relances, Brown a fait des relances que j'ai trouvé plutôt bonnes et qui changent notamment de son compère Fofana. Fofana qui a un peu de mal sur les relances encore une fois, quelques pertes au niveau de la relance et surtout des non-prises de risque au niveau des relances, mais encore une fois, si vous n'êtes pas en capacité de faire des relances risquées, pour essayer de casser une ligne ou pour essayer de faire un changement d'aile, c'est très compliqué de vous lancer dans cette tâche, et malheureusement, comme il ne sait pas trop faire cela, il devrait penser à laisser la place à Brown pour faire cela, et des fois il a tendance à vouloir repartir du côté gauche plutôt que de donner la balle à Dylan Brown pour essayer de réorienter le jeu. Les latéraux, bonne première mi-temps de Thomas Delaine que j'ai vraiment apprécié parce qu'au final, dans le marasme offensif du FC Metz, c'est un peu le seul qui s'est pour moi démarqué de tous les acteurs offensifs de l'équipe. Malgré lui, pour les raisons qu'on a expliquées, puisqu'on n'a pas pu appliquer à la lettre le 4-3 hybride qui avait été imaginé pour cette rencontre. Deuxième rencontre, Thomas Delaine n'a pas eu de chance parce que la rentrée en jeu de Sabali, et on va en parler après, a fait que comme Sabali restait sur son couloir tout au long du match, il ne pouvait pas exploiter le couloir. Et donc très souvent quand il faisait la passe à Sabali, il s'arrêtait, parce que Sabali était sur le côté, il était le long de la touche, et Sabali après prenait la balle, essayait d'aller dans l'axe, des fois essayait d'emmener le défenseur son vis-à-vis de la Gantoise, mais en fait Delaine a tout simplement fait quasiment aucun centre
en deuxième mi-temps parce que Sabali l'empêchait de faire, de faire une quelconque percée sur le couloir. Et c'était une remarque que j'avais citée lors du débrief du match contre Charleroi, pardon, et qui s'est vérifié en deuxième mi-temps avec la rentrée en jeu de Sabali. Pour Fabien Santonze, je vais pas aller plus en détail. Fabien Santonze était sur un match de reprise avec sa blessure aux ischio-jambiers. Je vais absolument pas faire de critique là-dessus, même si le système était fait pour lui. Le 4-3 hybride était vraiment fait pour lui. Bon, il n'a pas pu, je dirais, exploiter à 100% ses capacités, et je dirais qu'il a joué prudemment, et encore une fois, c'est normal pour quelqu'un qui revient de blessure. Pour les milieux de terrain, notamment le poste de numéro 6, Maïga, plutôt satisfaisant, qui était très 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 sollicité dans cette rencontre, parce qu'il devait vraiment lutter physiquement avec les joueurs de la Gantoise. Angban, je suis pas encore convaincu par ce poste de numéro 6. Je pense que soit il va falloir attendre d'autres matchs amicaux pour voir si il peut se développer à ce poste-là, ou bien passer à autre chose. Mais il y a quand même un manque, une différence importante avec ce que pouvait faire Maïga ou ce que pouvait faire un Endoram en deuxième partie de saison 2019-2020. Donc c'est très compliqué. Je sais que Vincent Ognon veut impliquer Victorien Angban dans le 11 de départ, parce que c'est un joueur avec qui a coûté beaucoup d'argent. On veut vraiment le lancer comme on a un peu raté son lancement lors de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Je comprends qu'ils veuillent le faire jouer en 6. Là, pour l'instant, c'est pas encore ça. On va laisser le temps, on verra son évolution. Pour les postes un peu de numéro 8, comme Pajot, comme Maïga ou comme Boubacar Traoré, bon, Pajot, beaucoup d'activités, peut-être moins d'applications dans le jeu, mais quand même beaucoup d'activités. Je l'ai vu très souvent, pourtant en étant milieu central gauche, je l'ai très souvent vu en première mi-temps des fois venir milieu central droit pour aider le côté droit qui était assez affaibli. D'ailleurs, sur le premier but, il est présent milieu central droit. Enfin, il n'est pas présent milieu central droit, mais il est présent sur le côté droit quand il y a la perte de balle pour le premier but. Donc ça prouve bien qu'il bouge partout sur le terrain pour aider l'équipe, notamment défensivement parlant. Boubacar Traoré, première fois à ce poste-là un peu compliqué du 4-3-3 hybride de milieu central droit. À voir si l'expérience sera renouvelée ou pas. Là aussi, ça va demander du temps si le projet effectivement de l'aider à le développer dans ce poste-là. Peut-être en rotation, peut-être pas, peut-être en numéro 1, qui sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va nécessiter beaucoup de temps pour qu'il s'adapte à ce poste-là. Maïga, pour rappel, qui a donc joué à un moment donné à ce poste de milieu central droit, a une activité très importante, et donc ça complète un peu tout ce qu'il a fait, notamment au poste de numéro 6. Parlons maintenant des numéros 10, donc Boulaya en première mi-temps et Maziz en deuxième mi-temps. Ils ont eu du mal à s'exprimer. Il faut dire que la Gantoise a quand même bien quadrillé le milieu de terrain du FC Metz, notamment les avants, les milieux de terrain les plus avancés. Ça a été bien quadrillé, donc difficile pour un Boulaya ou pour un Maziz de contribuer, je dirais, aux échanges, aux transmissions offensives du FC Metz. C'était très dur. Ce qui a noté, c'est les efforts défensifs, notamment peut-être de Maziz qui, voyant que l'équipe des fois avait du mal sur le côté droit, en deuxième mi-temps, a aidé à je dirais, compenser les efforts défensifs par de l'activité. Donc c'est à noter. Offensivement, c'était très compliqué de soutenir, je dirais, notamment les attaquants, les avant-centres, comme Thierry Ambrose, ou comme par exemple Ibrahim Ayane en première mi-temps. Ensuite, sur le seul ailier, c'est-à-dire les deux seuls ailiers, Opengate et Sabali. Opengate, un peu discret comme notamment lors du match contre Charleroi. Bon voilà, il a, essayé de contribuer comme il pouvait, je dirais, offensivement parlant, mais ça n'a pas été simple, faut le noter quand même. Comme pour toute l'attaque du FC Metz, j'ai en revanche bien apprécié la rentrée de Sabali, puisque par contre Sabali là, je trouve pour quelqu'un qui revient d'une saison de nationale, il n'a pas peur en fait de tenter certains dribbles, d'aller au casse-pipe, de risquer même une confrontation physique avec l'adversaire. Malgré sa petite taille, je le sens quand même plutôt bien,
et je suis assez confiant d'avoir un tel joueur en rotation pour l'année prochaine. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quand même quelque chose chez ce joueur qui est très intéressant, qu'on a pu déjà un peu voir lors du match contre le Charleroi, mais là je sais pas, je suis très surpris de le voir. Il est pas extraordinaire, mais il est plutôt intéressant quand même dans sa façon de jouer. Enfin sur l'attaque, bah écoutez, difficile pour les avant-centres cette rencontre. Nian a eu beaucoup de mal, peu d'occasions à se mettre sous la dent. Pareil pour Thierry Ambrose, pour les raisons expliquées précédemment sur l'aspect tactique. Peu de ballons à se mettre sous la dent, et puis quand il y avait des ballons dans les pieds, très bien quadrillés par les défenseurs de la Gantoise, qui ont su mesurer les vraies menaces offensives du FC Metz, et ils les ont quadrillés le mieux possible, et c'est pour cela que Nian et Ambrose ont eu peu d'opportunités de pouvoir marquer et même d'avoir des occasions dangereuses vis-à-vis de la Gantoise. Bon, je pense que nous avons un peu fini sur ce débrief. J'aimerais juste un peu vous dire un peu le bilan et ce qui attend le FC Metz. Au niveau du bilan de ce match, il faut à nouveau rappeler que c'était le retour du 4-3-3 hybride, version Metz contre Nîmes. Bon voilà, c'est un premier match de préparation sous ce système-là. On verra bien si dans les matchs suivants, peut-être contre Malines, qui sait, le système va être retenté, avec notamment un Fabien Santonze qui va avoir un peu plus de, je dirais, peut-être d'énergie, en tout cas de peps à mettre dans cette rencontre-là, ou alors peut-être un retour à d'anciens systèmes faits lors de cette pré-saison, le 4-3-3 traditionnel comme on a vu face à Charleroi, ou alors le 4-2-3-1 qu'on a vu contre Serein. On verra bien. Encore une fois, les résultats en soi ne sont pas importants. Le plus important, c'est la manière, c'est ça qui nous intéresse le plus, et c'est pour cela qu'on essaie d'avoir cette analyse du match, non pas sur l'œil du résultat, mais sous l'œil de l'animation, de la manière d'avoir joué cette rencontre. Et donc le FC Metz, prochain match contre Malines, qui aura lieu le 1er août à 15h. On fera certainement un live avec Grenat Forever pour en parler. Voilà, donc ça va être un super moment. On vous invite, vous êtes bien sûr les bienvenus. Suivez les réseaux sociaux puisque nous allons communiquer là-dessus sur ce live-là. Avant de terminer, n'oubliez pas évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous ferait énormément plaisir. Le petit bouton s'abonner qui est en dessous de la vidéo. En commentaire, vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de ce match-là, quelle est votre analyse, ça serait hyper intéressant d'avoir votre analyse de la rencontre. Et puis, tout simplement, tout ce que j'ai à vous souhaiter, c'est une bonne semaine. On se retrouvera pour le match contre Malines. Portez-vous bien et allez le FC Metz.